Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a un invité de marque qui s'appelle Lilian Doza. Il est consultant en stratégie d'entreprise, donc il fait en sorte de ramener de la cohérence dans les entreprises et sur plein de niveaux différents. Il vous en parlera si vous en avez envie. Ce qui est très intéressant avec Lilian, c'est que certes, il a un métier, mais c'est aussi un aventurier du quotidien à l'extraordinaire, puisque assez régulièrement, il fait des micro-aventures avec ses filles et sa femme, mais aussi avec ses coworkers. Il va nous raconter ça. Et qu'il a aussi relevé quelques challenges d'ampleur, notamment un Tour de France en vraiment pas assez de jours pour le commun des mortels pour qu'on puisse mettre notre tête autour de ça. Et là, si je ne me trompe pas, Lilian, tu es en train de préparer la traversée de l'Atlantique avec un binôme sur un canot, donc ça va être à la rame. À la rame, c'est ça. D'accord. Bon, bah écoute, bienvenue, merci de prendre le temps. Merci, Alors, merci de l'invite. voilà, moi je t'ai présenté comme ça. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que tu vas rajouter un truc? Je pourrais rajouter également cofondateur de Yellow Working, un espace de coworking à Aix-en-Provence. Mhm. Et puis bon, on pourrait rajouter plein de choses, mais on va s'arrêter là. Ok, super. Alors du coup, tu es indépendant depuis 2012, Exactement. donc ça fait maintenant 7 ans. On va considérer que tu as une bonne vision de ce que c'est la vie d'indépendant. Mhm. Euh, et tu as adapté ta profession à ton style de vie. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement les différentes phases par lesquelles tu as pu passer pour faire ça? Très, très rapidement, hein. Ouais, très rapidement, je vais essayer. En fait, je suis devenu indépendant un peu par hasard. Parce que j'ai quitté ma boîte précédente et je voulais avoir une activité, le temps de retrouver un emploi de salarié. Et donc, je me suis mis auto-entrepreneur en prenant voilà une mission qui passait par là, une deuxième. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le conseil. Donc je savais pas forcément vers où j'allais aller et c'est plus les opportunités qui sont venues au fil du temps qui ont fait que petit à petit ma vie s'est organisée d'une certaine manière, mais je me suis pas dit en 2012 tiens c'est exactement vers ça que je veux aller et c'est comme ça que je veux que ce soit, c'est ce but-là que je veux atteindre et je vais être en marche pour ça. Donc ça s'est plus fait au fil de l'eau et c'est vrai que c'est toujours plus facile après coup de regarder dans le rétroviseur et de dire ah bah oui en fait je comprends parfaitement l'enchaînement, tout est logique, alors que quand on est dedans on le voit pas. Ça, c'est ce qu'on appelle clairement le biais du survivant, c'est-à-dire que c'est la sagesse d'après coup. Ben oui, c'est évident, c'est C'est ça que ça. je voulais faire depuis le début. Ça, c'est quand on se retrouve dans un endroit où on est bien, en général, on dit ah ouais, mais finalement tout était prévu. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as créé cet équilibre vie pro, vie perso? On en parlait un peu avant, Mhm. c'est un travail constant, en adaptation constante, mais comment tu fais ça? C'est une bonne question. En fait, je pense que pendant toutes les questions sont bonnes. Je pense que pendant longtemps, j'ai vraiment compartimenté les deux en disant voilà, il y a d'un côté ma vie pro, de l'autre côté ma vie familiale et encore une autre partie de vie sportive, on va dire. Et puis, en fait, je me suis rendu compte assez récemment, on va dire depuis, on va dire 2 ans, qu'en fait, ces trois piliers-là sont vraiment imbriqués les uns avec les autres et que les uns nourrissent les autres. Et de manière assez surprenante, maintenant que je fais ce constat, en fait, chacun fonctionne encore mieux. Ça marche mieux du côté pro, ça marche mieux dans mes aventures sportives et j'ai le sentiment que ça marche mieux aussi d'un point de vue personnel et familial. Donc ça, il a déjà fallu voilà, s'en rendre compte. Et je pense que voilà, c'est clairement un truc qui a pris du temps. Hein. Depuis 2012, petit à petit, ça a infusé et ça a donné ça. Après, au quotidien, j'ai voilà mes petites astuces d'organisation personnelle pour arriver à ménager tout ça ensemble. Mais voilà, je dirais qu'aujourd'hui le vrai
déclic entre guillemets, même si j'arrive pas à mettre un moment précis là-dessus, c'est de se dire qu'en fait ces trucs-là ne sont pas séparés les uns des autres avec des cloisons étanches et il faut surtout pas que ça se parle. Au contraire, il faut que ces trucs-là communiquent parce que c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça donne ce qui est moi et qui me correspond et qui finalement sera pas la même chose que toi ou qu'un autre ou non, ouais, ça c'est vraiment le truc, je pense, c'est accepter que tous ces morceaux font un ensemble et que ce sont pas des choses séparées. Donc on est d'accord que tu es dans une relation de couple épanouie, que tu as 2 filles, c'est ça? C'est ça. Si je ne me trompe pas. 2 petites filles. Ouais, 2 petites filles qui sont pas si vieilles que ça. Tu as donc un espace de coworking que tu as cofondé, donc ça veut dire qu'à mon avis, tu as un peu les mains dans la gestion aussi. Un petit peu. Tu as une boîte, tu as des projets ambitieux qui nécessitent de... par exemple, là, j'ai vu sur Instagram que tu avais reçu le bateau qui a l'air d'être chargé en équipement. Donc, ça veut dire que ça doit s'apprendre, ça doit se préparer, ce genre d'équipement. Ça doit se maîtriser, mais aussi, du coup, tu as des partenaires sur des trucs comme tu as traversé, comme ton Tour de France. Donc, ça veut dire que quand même, on n'est pas sur une personne qui fait du tricot dans son fauteuil quand il a du temps libre et qui reste du temps de boss. C'est vrai, c'est vrai. Là où certains font du tricot, je rame, finalement. Oui, non, mais avec le respect qu'on doit aux gens qui font du tricot, ce que je veux dire, c'est que tu choisis des projets qui ont des courbes d'apprentissage un peu différentes et des courbes d'implication un peu différentes que reprendre le truc sur lequel tu es en train de travailler et repartir sur les mailles à l'endroit et à l'envers. Comment tu fais pour ne jamais perdre le fil et garder ton cap? En supposant qu'il y a un cap, évidemment. Comment je fais? J'ai une organisation pas mal inspirée des méthodes agiles, en version vraiment basique, hein, mais qui finalement marche bien. Donc d'avoir des objectifs à moyen long terme, quelques grands objectifs. Et ensuite de les découper en objectifs à plus moyen et à plus court terme, et de faire ce travail régulièrement de prise de recul pour voir où est-ce qu'on se place sur l'image d'ensemble, et puis après de refaire des focus sur des points plus particuliers de cette semaine, de aujourd'hui, de ce matin, dans la prochaine heure, qu'est-ce que je dois faire. Voilà, c'est plus une organisation comme ça que j'essaye de faire évoluer. Donc j'essaie aussi d'être hyper observateur de ce que je fais pour essayer d'améliorer, corriger les trucs qui vont pas et apprendre de ces choses-là. Ok, donc globalement, toi, ce qui te permet de bien t'organiser, c'est cette espèce de changement d'échelle constant sur ta réflexion. Ça, c'est aussi le fait d'avoir plusieurs projets en même temps, soit à la fois pro parce que j'ai plusieurs clients en même temps, soit d'avoir à la fois une préparation de transat et des clients et des projets en famille, etc. Et finalement, ce changement de sujet, une fois de plus, nourrit les uns et les autres sujets. Et je sais plus où est-ce que je lisais ça il y a pas longtemps, un article qui décrivait très bien, qui disait, en fait, on dit toujours, il faut think out of the box, mais il disait en fait pour think out of the box, il faut juste penser dans des boîtes différentes. Et en fait, ça prônait ce qu'il appelait le slow multitasking. C'est-à-dire, en fait, il faut changer de sujet régulièrement, mais de manière posée et calme, parce que c'est ce qui va nourrir la créativité en amenant, tiens, l'idée que j'ai eue là, je la ramène dans cette boîte-là et ça donne quelque chose de nouveau et qui a de la valeur. Et ça, ça va tout à fait dans la lignée de ce que je disais tout à l'heure sur, c'est des vases communicants qui se les autres, et donc je prends soin dans cette organisation de mélanger ces boîtes et de pas dédier trop de temps à un sujet qui ferait que j'en délaisserais d'autres à côté. On dirait presque que tu as mis au point ta propre méthode d'idéation à la Walt Disney. Tu sais, Walt Disney disait il faut d'abord être créatif, ensuite il faut être critique, ensuite il faut être pragmatique, et limite tu changes physiquement de siège à chaque fois que tu fais ça. Pour réexaminer la même idée et voir un peu où ça vient. Donc toi, globalement, tu joues à ça, tu examines
ta vie professionnelle depuis l'angle familial, tes projets d'aventure depuis l'angle pro et ainsi de suite? Ouais, je le fais pas constamment, ouais, ça se fait en fait, Oui, oui. naturellement, mais oui. D'accord, super. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es dit, ok, être consultant c'est cool, être le chéri de quelqu'un et un père de famille c'est cool, mais dans ma vie, je vais rajouter des Tours de France à vélo, des transats, des trucs comme ça. Et ben, je pense que pareil, c'est venu un peu par hasard. En fait, le projet de départ, donc moi j'ai grandi dans le Massif central, je suis quelqu'un de la montagne, j'ai toujours pratiqué beaucoup d'activités de montagne, mais pas sous l'angle sport, plus sous l'angle jeu, parce que ça m'a toujours amusé de faire du ski, de faire de l'escalade, de faire du VTT, tout ça m'a toujours amusé. Et comme beaucoup, parti faire mes études à Paris, donc on arrête tout, et puis on se met dans le boulot, dans sa propre boîte, 20 heures par jour, et puis un jour on se dit, bah non, en fait, il y a un truc que j'aimais bien quand j'étais petit, c'était d'aller gambader dehors, et ça serait bien de le refaire. Et donc je me suis progressivement remis à bouger. En plus, arrivant dans le sud, la région est juste parfaite pour ça, donc ça c'était super. Et j'ai remarqué qu'un truc que j'adorais, c'était emmener avec moi des copains, de la famille, leur faire découvrir des trucs pour lesquels ils se sentaient pas forcément capables. Et ça nous a donné l'idée avec mon beau-frère en 2015 de dire communiquons sur ces micro-aventures, ces petites aventures qui en fait sont accessibles à tout le monde sur le pas de sa porte. Donc une micro-aventure, c'est par exemple ce soir, plutôt que de rentrer dormir à la maison, après le boulot, on va dormir à la Belle Étoile sous la Sainte-Victoire et on revient au boulot demain matin après une nuit dehors. C'est le truc que tout le monde peut faire, ça ne demande aucune capacité physique particulière, aucun matériel particulier, c'est hyper facile et pour beaucoup, ça permet de sortir vraiment de sa fameuse zone de confort dont on parle à longueur de journée. Et donc, on est parti comme ça en disant, allez, tous les mois, pendant un an, en 2015, on va faire une micro-aventure. Donc, on a démarré comme ça par aller dormir dehors, parcourir toutes les rues d'Aix à pied en une nuit, des petits trucs comme ça. Et puis, en fait, c'est allé crescendo. Et puis, on a fini par se dire, allez, chiche, on fait Paris-Londres à vélo en 24 heures. Alors qu'on n'avait jamais fait de vélo avant. Et puis, on a continué de tirer la ficelle. Et puis, finalement, en 2016, on part un an en famille à vélo, traverser l'Amérique centrale, un bout d'Asie, un bout d'Europe. Et puis, en rentrant un an de voyage à 4, moi, je me suis dit, tiens, je ferais bien un truc tout seul. Et puis, voilà, les idées ont fait leur chemin. Et l'idée de traverser la France en triathlon est apparue. Et à la fin de la traversée de la France en triathlon, je rentre chez moi en pleine période de Tour de France. Et là, je réalise que le Tour de France, en fait, ne fait pas le Tour de France. Il part de Belgique, il prend 4 fois le bus, mais il ne fait pas le Tour de France. Et donc, de là, Nelly, de se dire, pourquoi on ne ferait pas le Tour de France à vélo? Mais le Vendée Tour, par les côtes et les frontières, ça serait assez joli. Je savais d'ailleurs que le Tour de France le faisait avant le Tour de France. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire en format très accéléré qu'en fait, c'est une idée qui en amène une autre, puis une autre, puis une autre, et que on se retrouve comme ça un jour à se dire, en fait, je traverse l'Atlantique à la rame. Ouais, non, mais alors, ok, mais j'avais besoin que tu le dises. Moi, j'avais suivi le truc, et c'est de loin, mais j'avais vu. Mais j'avais besoin que tu dises que tu y allais ultra progressivement quand même. Bien sûr. Parce qu'en fait, je sais pas si tu es d'accord avec la notion, mais à l'heure actuelle, tu vois des mecs qui vivent 90% du temps en dehors de leur pays, qui ont des vies où ils sont tout le temps genre à droite à gauche en train de sauter dans des cascades, dans des lagons, dans des conneries comme ça, et qui disent non mais si j'ai réussi à le faire, tu peux aussi le faire, et tiens, je te vends le blueprint pour y arriver. Alors qu'en fait, qu'on soit clair, ça va tenir si c'est progressif. Et tu peux pas, enfin, c'est un style de vie qui se crée. Parce que je pense que s'il y a 3-4 ans, je te disais, bon ben Lilian, allez, tu traverses l'Atlantique à la rame, et puis tu te lèves tous les jours à 5h du mat pour jongler entre ta vie perso, tes clients et tes projets, tu m'aurais regardé, tu t'aurais dit, écoute, t'es sympa, mais je vais aller me faire un autre café, et puis je vais continuer à faire ma vie, quoi. Ouais, probablement, et c'est ça que tu as raison. On est bombardé de messages qui font croire à l'instantanéité de ces choses-là, alors que c'est faux, archi faux, quoi.
Enfin, j'en parlais encore il y a pas longtemps avec des copains. Je disais, c'était depuis 2012 que je construis ça, quoi. C'est 7 ans, quoi, et j'ai pas encore fini. Et je pense que, et ça c'est un truc que j'ai appris sur ces Tours de France et ces trucs d'ultra endurance où, pareil, tant que je compartimentais, je voyais pas. Maintenant que je mélange tout, en fait, ça apparaît de manière beaucoup plus claire. Mais en fait, ça demande de l'endurance, ces changements-là. Ça demande du temps, ça demande de la persévérance, ça demande ces fameux petits pas tous les jours qu'on fait, qu'on répète encore, et au bout d'un moment, ça paye. Mais il y aura plein des citations sur Internet qui le disent. Les overnight success ont juste pris 10 ans, quoi. Ouais, pas faux. Mais c'est bien de le rappeler régulièrement parce que c'est une réalité qui est assez souvent masquée quand même. Ouais, trop souvent. Et toi, à l'heure actuelle, ton plus gros challenge, c'est quoi sur ce style de vie et la mise en place d'un style de vie qui te corresponde? C'est une autre bonne question. C'est mon métier. Les questions chiantes, tu vois, c'est mon métier. Donc. Plus gros challenge, c'est de veiller à ce que cet équilibre-là reste équilibré, justement. Et que ça peut rapidement partir au tapis. Et donc d'être en veille sur quels sont les indicateurs qu'il faut surveiller pour s'assurer que tout fonctionne bien et rattraper les dérives quand elles arrivent. Et ça, c'est quand même un challenge constant. C'est un peu comme ce mec au cirque qui tient des assiettes sur des petites baguettes là. C'est un peu ça, c'est d'arriver à faire tenir toutes les assiettes, de surveiller celles qui commencent à partir un peu de côté et la récupérer. Donc en fait, c'est pas mal ça. Les indicateurs que tu as mis en place, est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Sachant que ce genre d'indicateur est ultra personnel et tout ça, mais c'est pour comprendre la réflexion qu'il y a derrière. C'est ultra personnel et c'est parfois même difficile à nommer. Mais par exemple, tu as des indicateurs hyper basiques. Donc, moi, effectivement, je démarre mes journées à 5 heures du matin, ce qui implique de se coucher quand même relativement tôt. Et ça implique aussi, par exemple, d'avoir une alimentation assez propre. Et par exemple, je sais que ces deux indicateurs, sensation de fatigue et alimentation, l'un fonctionne vraiment avec l'autre. C'est-à-dire que l'un peut compenser l'autre. Si à un moment je dors un peu moins bien, si vraiment je mange bien, ça marche. Par contre, si je commence aussi à moins bien manger, là je sais que tout va partir au tapis très rapidement. Donc ça, j'ai appris à le sentir et j'apprends à le surveiller et je suis pas encore assez bon à mon goût dans le monitoring de ça, mais ça progresse. Après, il y a des petits trucs qui sont plus difficile de mettre des mots dessus, mais ne serait-ce que l'humeur de mes enfants, par exemple. Je sais que c'est bien souvent un miroir aussi de choses qui potentiellement sont pas super bien gérées, soit du côté pro, soit du côté sportif, soit voilà. Donc c'est vraiment des trucs personnels et qui est difficile de nommer, mais c'est pour ça que tout à l'heure je te disais cette partie prendre du recul régulièrement et observer pour essayer de voir et apprendre des trucs qu'on n'a pas vu venir pour essayer de les voir venir la prochaine fois. Je pense que ça apporte beaucoup pour découvrir ces petits trucs-là. Donc là, il y a un truc qui me fait réagir immédiatement, c'est la prochaine fois. Donc c'est-à-dire que tu es dans une démarche totalement itérative. Tu ne considères pas que tu as un one-shot dans la vie. Tu es en itération. Ah non, ouais. Ouais, mais en fait, encore une fois, c'est important de le dire, c'est un contexte qui te concerne et qui nous concerne tous, c'est qu'on a plusieurs chances dans la vie. En même temps, certains ne vont pas passer le pas parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont qu'une seule chance. Oui, bien sûr. Hein. Et oui, non, c'est que je considère vraiment que c'est une constante évolution, un constant changement. Et personnellement, je trouve que c'est ça qui fait que la vie est juste trop belle, quoi. C'est que ça change tout le temps, quoi. Ok. Est-ce que tu as deux trucs? Un mot de la fin, et où est-ce qu'on trouve des trucs intéressants en ligne sur toi, tes projets et tout ça? Alors, le mot de la fin, c'est plusieurs mots. C'est assez d'inspiration, place à l'action. Ok.
qui sonne beaucoup mieux en anglais, hein, mais bon, que je me force à traduire. Mais c'est vraiment cette idée que, tu le rappelais encore tout à l'heure, on est bombardé de messages inspirationnels à longueur de journée, quoi. On nous vend de l'inspiration pour nous vendre des yaourts, pour tout et n'importe quoi. Et c'est super, mais à un moment, il faut juste faire. Et donc, c'est pour ça, ce mot de la fin. À un moment, il faut juste le faire, en fait. Et puis tant pis si c'est pas aussi bien que ce qu'on imaginait. Tu dois connaître cette formule qui dit que la valeur de ce qu'on crée, finalement, c'est la valeur de l'idée de départ par la valeur de sa mise en œuvre. Donc finalement, même si l'idée, elle est pas transcendantale, bah, finalement, si la mise en œuvre est géniale, si l'action est géniale, bah, le résultat sera extraordinaire. Donc voilà pour le mot de la fin. Et où me suivre, Instagram, Lilian_Doza, LinkedIn, ouais, je pense les meilleures places pour me retrouver. Ok, et tu as besoin d'un truc pour la Transat? Est-ce qu'on peut t'aider de quelque manière que ce soit? Ouais. D'une manière qui fait deux soutiens en même temps. J'ai monté une plateforme en ligne où vous pouvez voir la carte de la traversée de l'océan Atlantique avec le tracé théorique dessus. Et en fait, un truc moi que j'ai remarqué dans mes aventures précédentes, c'est la puissance des encouragements. C'est juste un truc incroyable. Je pense sur mon Tour de France, il n'y a pas un soir où je me suis arrêté en me disant ouais, demain je pourrais pas repartir, quoi. Je pense que tous les soirs, je me disais demain je pourrais pas repartir. Et tous les matins, je faisais un truc que je ne fais jamais d'habitude, c'est que pour un truc que je faisais, j'allumais mon téléphone et je vérifiais mes notifications Insta, Facebook, tout ça. Et tous les matins, j'avais le lot d'encouragement et franchement, ça me reboostait pour repartir toute la journée et c'était juste incroyable. Sauf que sur l'Atlantique, on va pas avoir cette connexion permanente. Donc on a mis en place cette plateforme où en fait, il y a 5000 petites bouteilles à la mer qui sont posées sur le tracé et chacun peut choisir une bouteille à un endroit précis, laisser un message dedans, y associer un don qui est défiscalisé à 60%, laisser un message d'encouragement, une blague, n'importe quoi. Ce message, il est enfermé dans la bouteille, donc nous, on le voit pas avec mon coéquipier, et on ne le verra qu'une fois qu'on passera la latitude choisie pour le message. Il nous sera délivré sur un téléphone spécial qu'on va emmener pour ça. Et donc, il y a voilà 5000 bouteilles pour 5000 kilomètres. Donc, tous les kilomètres, il y a un message qui peut être déposé d'encouragement. Et c'est vraiment le truc qui permet, dans les moments difficiles, de repartir, quoi. Donc s'il y a un truc à faire, c'est ça. Et ça, c'est sûr. C'est le lien est dans ma bio sur Insta. Alors, de toute façon, toutes tes informations, ton Insta, le site de la carte, mais aussi le site du coworking seront dans la description de la vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire un grand merci pour la discussion et pour ta réponse franche. Avec plaisir. Et puis écoute, on va continuer un peu la discussion après, mais en tout cas, bien joué pour tout ce que tu as créé sur ces 7 dernières années. Merci. Merci.